peux pas avoir un jour 30 ans et m'appeler Seb Lafrite. Non, allez, ça dégage. La frite, chut, on n'en parle plus. Salut, c'est Seb et c'est Valise. Je reviens du web et c'est Malice. Je reviens du fond, je suis la lumière dans les abysses. Hey. J'ai le numéro de tout YouTube, mais je follow pas les fils de pute. C'était mon indice, laissez-moi 10 avant de disparaître. Seb, pour commencer, j'aimerais te parler de ta grosse actualité du moment, donc de la sortie de ton documentaire au Kyrgyzstan. Est-ce que tu as su immédiatement que c'était genre la bonne option pour ce documentaire, ou est-ce que ça t'a demandé un peu de réflexion, t'étais pas trop sûr au début, ou comment ça s'est fait du coup? Franchement, au début, je suis en mode poids. Les gars, le pitch, c'est pas sexy, c'est trop naze. Enfin, c'est pas trop naze, mais j'étais là en mode, les gars, attendez. Je comprends que cette idée-là marche. On est d'accord, elle marche. Moi, j'ai été séduit par l'idée à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait une histoire de lac et qu'il y avait un mystère. Je me dis, ah, là, ça me plaît. Il y a un truc qui va un petit peu plus loin. Mais je te jure, sur l'avant, j'ai douté. Sur place, je doutais. Je me suis dit, mais les gars, il se passe rien. Enfin, pas il se passe rien, mais tu vois ce que je veux dire, genre, t'as ce truc de t'as pas le recul. Et en rentrant à Paris, je me suis dit, mais comment on va construire un film avec ce qu'on a vécu là? Parce que globalement, je spoil un peu, mais c'est un échec de mission, c'est tout ça, tu vois. Et tu te dis, mais comment on raconte? Et j'étais pas du tout serein. Et en fait, j'avais le stress de, quand on fait la Papouasie, on a un coup de chance immensissime. C'est que à la fin, mais la vie était juste trop bien écrite. On découvre une grotte avec des pétroglyphes, c'est daté. Ça arrive pas dans une vie, ça. Donc du coup, on est arrivé avec la barre beaucoup trop haute. Donc on savait directement que le deuxième, on était là en mode, on trouvera jamais un truc aussi ouf parce que t'as pas cette chance 2 fois dans ta vie, quoi. Il y a un truc qui est hyper sain, c'est que tu doutes. Et à partir du moment où tu doutes sur chacun des choix, mais à la frame près, je te parle de douter un truc vraiment genre ultra précis, le doute dans ce que les gens verront pas, quoi. Heu, à partir de ce moment-là, moi, je doute sur tout. Jusqu'à, jusqu'à une semaine avant de sortir le truc, j'étais là en mode, c'est nul. Enfin, et je sais que c'est pas nul, mais je suis là en mode, bah, je sais que j'ai les capacités de faire encore 10 fois mieux et j'avais pas la matière pour le faire. Et vu que c'est des messages importants avec des propos un peu particuliers, le choix des mots, il est ultra particulier, le rythme. Et quand tu bosses sur un truc format long comme ça, tu bosses par séquence, tu aucune notion du rythme. Donc nous, on fait le choix que le début, il aille très vite, qu'ensuite on rentre. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont soit digestes, soit pas digestes. Et ça, c'est qu'une fois que, bah, que tout est à peu près monté, que tu pourras te rendre compte si pendant ton film, ok, c'est quand le moment où je me fais chier. Moi, je trouve qu'il y en a un moment, mais je dirais pas lequel. On commence à se faire chier et après, ça va. C'est des petits détails, tu vois? Mais en fait, c'est trop compliqué, c'est trop particulier et je suis pas non plus je suis un gros novice de ce genre de projet ambitieux, donc j'apprends aussi en faisant, quoi. Pendant cette période de préparation, est-ce que de ton côté, tu as eu des vraies craintes que ce soit annulé et que le projet puisse pas se faire? Il a failli être annulé parce qu'on s'est quand même globalement, débrouillé en last minute. C'est même pas un effet de montage ou de storytelling le début du documentaire, c'est que vraiment genre, à 2 semaines avant de partir, on était là en mode: «Bon, on fait comment, quoi, on n'a pas le matos, on n'a pas ça». Pendant des mois, du coup, on avait un fixeur en particulier avec lequel finalement ça ne s'est pas fait d'ailleurs. C'est un autre fixeur, qui nous a aidés là-bas, qui nous a rackettés, mais premier degré, en mode, à la russe, quoi. Et donc nous, notre première approche du doc, c'est vraiment ça, quoi. C'est en mode, on avait besoin de déplacer du matériel parce qu'on va faire bouger des gens dans une zone et pour ça, on a besoin de services locaux. Sauf qu'il y a quelques il y a quelques zones au Kirghizistan qui sont, encore en guerre. Je crois que c'est des zones, conflits dans le sud. C'était pas du tout là où on était, mais elles existent. Ce qui fait que, bah, il te faut des permis pour accéder à certaines zones du pays. C'est comme ça, c'est comme quand un pays est en guerre, quoi. Et donc du coup, ces personnes qui doivent te délivrer les permis, bah, c'est des gens validés par le gouvernement, assermentés et il y a un peu de corruption dans l'histoire, quoi. Et les gens par qui on est passé, c'était là en mode, eux, c'est des occidentaux, qu'on peut racketter et ils ont raison. Peut-être qu'on ferait pareil si on était de l'autre côté. Mais du coup, nous, de notre côté, on était là en mode: «Putain,
comment on va se débrouiller, quoi. C'est la séquence où dans le docu, on explique que le prix a triplé du coup Ouais, pour, c'est ça. c'est ça. C'est vraiment raccourci la vraie histoire. Ouais. Et là, du coup, c'est littéralement le prix a triplé parce qu'ils ont senti qu'ils pouvaient gagner de l'argent sur votre dos, quoi. 100%. Littéralement, sans aucune autre raison. Et c'était ça où ça ne se fait pas. Voilà. Bam. Quand tu as annoncé le documentaire sur Instagram, tu as écrit pas de télé, c'est fait en famille et pour YouTube. Est-ce que tu penses que ce choix, il a été motivé par le fait qu'à l'époque, donc Seb en Papouasie, ça avait été diffusé à la télé et ça n'avait pas marché, alors que sur YouTube, ça avait été un vrai succès, ce qui était, je pense, une leçon à tirer pour toi de d'où était ton audience. Est-ce que tu t'es servi de cette expérience pour te dire que cette fois, c'était seulement pour YouTube? Bah ouais, puis même c'est, au-delà du flop, tu vois? Genre, c'est quand même particulier de bosser avec une chaîne, il y a des codes à respecter. En fait, quand tu dois rentrer, un espèce de format en 1 heure et 00 secondes, tu à ce truc, enfin, quand on t'impose certaines petites phrases. Moi, en fait, je me suis dit: «Si je veux faire passer des messages et si je veux parler de moi, franchement, il peut pas y avoir un médiateur autre que moi pour pouvoir essayer de faire passer ce message-là, quoi». Enfin, c'est un truc qui me dérange. Si jamais ça doit être ultra personnel, vas-y, j'aurai le contrôle et c'est aussi un choix, quoi. Moi, j'ai appris de cette expérience qu'on est sur notre terrain, on reste sur notre terrain. Je crois qu'on avait fait des records en replay parce qu'on est sur internet et on renvoie sur internet. Ils étaient choqués en mode, «Comment il y a autant de replay?» Bah ouais, nous, on fait pas allumer la télé aux gens, quoi. Mais peut-être finalement que c'est pas plus mal parce que, bah, le modèle économique aussi sur internet a un peu évolué et aujourd'hui, bah, c'est la première fois que je peux faire un truc pareil, comme je te disais avant l'interview, c'est un projet à perte et c'est pas grave parce que c'est un projet vitrine aussi et c'est là-dedans qu'on met un peu tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on aime faire, du son à l'image, à l'idée, à la blague, c'est un fourre-tout en mode, tu en fais 1 fois par an, des trucs comme ça, quoi. Le fait que maintenant, du coup, des documentaires, d'un tel niveau de prod peuvent être, diffusés sur YouTube, faits uniquement pour YouTube, est-ce que tu penses que ça marque pas aussi la fin d'un peu du fantasme télé pour les créateurs de contenu sur internet qui ont même plus besoin de cet appui financier? Si on prend ton exemple, il y a quelques années, tu aurais eu besoin de la télé pour produire un documentaire comme ça et aujourd'hui, c'est plus le cas et du coup, tu penses pas que c'est vraiment un peu le clap de fin sur le fait de dire: «Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour ces créateurs-là d'aller d'aller à la télé, quoi?» En fait, ça dépend de la nature de ton projet à la fin, quoi. Imagine, tu fais un truc un peu plus magazine, hebdomadaire. Bon courage pour faire un truc comme ça sans l'appui de la télé, tu vois? Si c'est des projets comme ça un peu niche, annexés, qui sont qui sont plus rares, c'est 100 pour internet, quoi. C'est 100 OK. En fait, ça dépend vraiment le cas par cas. Je crois pas que globalement les gens se sont dit, enfin pour la plupart des je parle au nom des créateurs, mais, je crois pas que la plupart des gens se sont dit, «On a vraiment besoin d'eux», C'est plus quand on a besoin d'eux, ils nous ferment la porte. Alors des fois, on tend la main mais c'est des trucs qui ont un peu changé parce qu'il y a pas vraiment de guerre. On a créé une espèce de guerre parce que ça symbolise un truc de fou internet. Tu sais, c'est la liberté, les gens on est tous des gens, même views, tu vois? Des gens qui commencent dans notre chambre. C'est le cas, quoi. C'est ce qui fait que c'est intéressant à suivre aussi. Tu vois l'évolution de quelqu'un, tu t'identifies quelque chose à un parcours. La télé a plus ça, quoi. Mais la télé, dans les années 90, il y avait ça. En quoi tu penses que ici tu mettrais toute ton âme et peut-être moins dans les projets, que tu développes à côté? Qu'est-ce qui, pour toi, change dans ton approche et dans toute la symbolique que ça a et comment tu l'abordes dans ton travail, dans ta manière de travailler le documentaire? Moi, je te dis, je suis un solitaire de base. Donc, je tends à plus vouloir l'être et à essayer de travailler avec des gens et cetera et apprendre à déléguer. Mais globalement, rien que pour moi, déjà, essayer de construire un truc à plusieurs, être fier en équipe de pondre quelque chose, c'est un pas de ouf qui, pour moi, je scinde vraiment, je fais une vidéo biographique sur, je ne sais quel artiste et je fais un docu comme ça a littéralement pas du tout la même ambition et ni la même portée, je pense, à la fin. Je Pour moi, ça me paraît un peu évident de tout mettre dans ça parce que je vois le potentiel et en fait, je suis fan de ça aussi.
Moi, je consomme plus de docu que de films, peut-être, tu vois? Genre, vraiment un truc que j'aime. C'est un Donc c'est un truc dans lequel tu te dis: «OK, là, on y va». C'est presque quand je fais mes vidéos YouTube, c'est en mode: «Vas-y». En plus, j'utilise un peu les codes du documentaire pour raconter des trucs et cetera. Mais tu sais, c'est le vas-y lui du docu, quoi. On revient à Et l'idée de là, zone de confort aussi qui est, forcément ta zone de confort vu que tu fais ça depuis 10 ans, totalement, tu vois? Là, bah, c'est toujours plus chiant. Jusqu'au détail ouais, déjà, faut filmer dans le froid. Tu sais, c'est-à-dire qu'on revient à la base du «c'est compliqué». Un truc qui est devenu assez, facile, comme filmer, tu vois, depuis tout ce temps qu'on fait. Là, il y a du challenge dans chaque truc. Non, c'est plus ambitieux puisque aussi bah, je sais pas, il y a du sens vraiment à le faire. En tout cas à mes yeux, tu vois? Donc heu, donc je me dis: «OK, c'est là-dedans qu'on met tout». Mais après, attention, je mets tout dans tout, tout le temps, quoi. C'est juste que, l'échelle est pas la même là. ouais, l'échelle est plus la même, quoi. Et surtout, tu bosses, il y a 6 mois pour le mettre en place, tu y vas, ça dure 1 mois et tu as, 3-4 mois de post-prod. Donc globalement, tu couvres peut-être 1 an à chaque fois pour des projets comme ça. Donc tu tu taffes 1 an sur un truc où tu mets même pas ton âme dedans. Enfin, bizarre, tu vois? Donc ouais, non, tu donnes tout parce que tu as le temps et que parce que, bah, c'est à la hauteur de l'ambition que tu veux, quoi. Tu as aussi évoqué l'ennui du quotidien, la routine dans le documentaire qui était, du coup ce projet qui en est aussi une réponse finalement. C'est quelque chose que tu as beaucoup ressenti, ces derniers mois, ces dernières années, parfois le sentiment de routine, d'ennui dans le fait de refaire la même chose régulièrement, de travailler seul et de faire ça depuis, quand même presque une décennie quasiment? Ouais, bah, en fait, je pense que tu es obligé de le ressentir, l'ennui. Mais attention, c'est pas l'ennui en mode gros mots, l'ennui, il est mal connoté. Parce que l'ennui, c'est ultra utile, c'est ultra important l'ennui, tu vois? C'est genre, c'est à ce moment-là que tu imagines. C'est à ce moment-là que l'imaginaire rentre, que la créativité, que moi, en tout cas, je suis boosté par ça. Donc c'est pas négatif en mode: «Oh, je m'ennuie, ouin ouin, c'est relou». C'est vraiment en mode: «OK, on est dans une routine», ce qui est normal, parce qu'on fait ça depuis longtemps, puisque ça y est, on a des codes qu'on a acquis, parce que, et cetera. Et casser cet ennui-là, c'est ça qui fait que tu déconstruis le truc et tu le reconstruis autrement. Et bizarrement, tu le solidifies un peu, tu vois? Donc c'est plus dans ce sens-là où même moi, tu vois, il y a plein de points dans le doc où je suis un peu vague là-dessus et j'aurais adoré pouvoir développer cette idée de l'ennui, mais tu obligé, quoi. Et le fait justement que tu aies eu tant l'habitude de travailler seul et de travailler dans ta chambre, ce qui est complètement paradoxal, c'est que là, du coup, tu fais tout l'opposé avec le documentaire. Genre vraiment, c'est, comme on évoquait le fait de sortir de sa zone de confort. Est-ce que ça crée des appréhensions, ça, de se dire tu changes complètement d'environnement et surtout tu changes de cadre de travail et tu passes d'une solitude, habituelle, quotidienne à le fait de travailler en équipe et vraiment complètement changer d'environnement? Tu pouvais ressentir des appréhensions par rapport à ça? Mmh, en fait, c'est des appréhensions, mais t'apprends à travailler aussi. Enfin, t'apprends à t'adapter, tu vois? Après, tu sais, je dis, en mode une équipe et tout, à la fin, on est 4. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus, faut pas imaginer, même s'il y a beaucoup de gens au crédit, c'est plein de gens, qui viennent et qui nous aident et cetera. Mais c'est globalement, on n'est pas non plus une très grosse équipe. Donc on est même à se dire: «Ce serait bien qu'on soit le double», parce que là, il y a des gens qui devaient assumer des tâches qui ne sont enfin, c'est pas vivable, quoi. Tout le monde avait, 4 métiers, quoi. Parce qu'on reste quand même une petite équipe, même si c'est en équipe, même si c'est un peu mieux qu'être tout seul, ça reste globalement intimiste et c'est des projets qui sont, ouais, qui sont famille. Une des 3 personnes avec qui on a écrit ce film, c'est son tonton qui est spéléo de base. Est-ce que l'expérience que tu as eue au Kilimandjaro, elle t'a été, assez utile pour ce voyage dans le sens où il y a vraiment c'était très, très anglais sur le challenge physique que ça représentait? Est-ce que du coup ça t'a aidé et ça t'a permis d'arriver avec une certaine confiance? Le fait de te dire: «J'ai fait ça»? En fait, le Kilimandjaro, c'est un vrai truc trop agréable, pour l'ego, tu vois? On a tellement besoin d'ego dans nos vies. On fait trop genre. Tu sais, on fait trop genre en mode: «Ouais, non, vas-y, il faut être humble et tout». Mais quand tu fais un truc physique comme ça où tu te dépasses toi, tu penses qu'à ta gueule et c'est important.
Et c'est mieux de penser qu'à sa gueule dans un truc pareil, tu vois. Parce qu'en fait, à la fin, tu gagnes de la confiance en toi parce que tu as réussi un truc qui était dur et ça t'aide à pouvoir refaire ce genre de choses. Et je sais que quand là, on doit marcher 20 kilomètres dans de la caillasse et tout, enfin franchement, sur des moments, bah, tout est cuté, tu vois? Mais j'étais là en mode: «C'est bon, avancez, ça me saoule». Tu sais, il y a des moments où tu rages de fou, tu fais: «J'en ai marre de marcher, c'est bon, c'est trop long là, on va où?» Mais en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que tu l'as déjà vécu. C'est comme tout, quoi. Dans les difficultés, j'ai l'impression que celle qui a été presque la plus grosse, c'est l'idée d'éloignement des proches et de vivre pendant 3 semaines sans nouvelles, et que du coup, c'est presque mental au final, que ça devait peut-être être le plus dur, cet éloignement, plus que comme tu dis physique où au final tu sens que tu as pas trop galéré? Pour moi, ce qui était le plus dur, c'est vraiment l'épreuve mentale du tu cherches un truc, tu sais pas où tu vas, tu sais pas si tu vas le trouver, mais tu fais un effort de fou et il fait froid et ton mental, il lâche hyper vite. Tu sais pas où est l'arrivée, tu connais pas le truc et là, ton mental, il est mort. Parce que dès que tu commences à souffrir, tu dis: «Mais putain, pourquoi on fait ça d'ailleurs?» Il y a un moment donné, tu cogites et tu vas être là en mode: «Putain, ça a plus de sens, c'est bon, ça me fait chier, j'ai envie d'arrêter». On est là, on marche sur un glacier, on arrive sur un truc, on peut pas y aller, on machin, on y retourne. «Ah non, la nuit est tombée, on marche de nuit, c'est galère». C'est tous ces mini trucs de détails de vie qui font que tu es là, tu t'en peux plus, quoi. C'est plus le mental d'être droit dans un truc qui n'a pas de sens, littéralement. Parce que c'est pas fait pour. Ça aura du sens que si tu trouves quelque chose. Ça, c'était dur. Le reste, self-control. C'était ta volonté de te dire, le documentaire, ce sera pas juste des belles images, mais ce sera aussi montrer clairement ce qui se passe, les conséquences du changement climatique et tu voulais en faire un chapitre important du documentaire de porter un message? Bah, en fait, à partir du moment où, dans tous les cas, sur le pitch de base, heu, il y a le mot glacier, j'étais là en mode: «Les gars, dans tous les cas, on peut pas passer à côté de cette super occasion de pouvoir, parler de préservation de la nature, d'enjeux climatiques et d'écologie, quoi». On protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Et du coup, d'où tout l'intérêt de sensibiliser et de montrer, on va dire, à plein de personnes la beauté de la nature et ou même d'expliquer comment ça se passe. Si des centaines ou des milliers de personnes pourraient plus comprendre l'environnement dans lequel ils sont, et si en plus tu arrives à le montrer l'exemple, bah c'est déjà ça de gagner. Ouais. Franchement, je vais essayer de passer par la case du si je fais découvrir la nature, que je la fais un peu plus comprendre et que je fais comprendre l'importance qu'elle a, c'est peut-être la meilleure manière aussi de faire passer ce message-là. Parce que moi, comme je dis dans le doc, je suis en mode, moi j'ai juste une voix et une portée. Aujourd'hui, si on parle d'influence positive, je pense que c'est plus cool d'aller dans cet axe-là pour essayer de parler d'un sujet écologique. Là, j'étais là en mode, OK, sur ce sujet-là, je vais essayer de l'amener de la meilleure manière parce que mon docu, il est voué à pousser à la réflexion, à faire le propre cheminement de pensée pour chacun. Et, et évidemment que moi, mes propres responsabilités, je vais essayer de les mettre en place. Mais je le dis, tu vois, c'est le travail d'une vie, c'est quelque chose. En fait, j'ai essayé d'être un petit peu plus ouvert à ça, moins culpabilisateur auprès des gens, pour essayer de dire venez, regarde, même moi, je suis un influenceur, je parle de ça. On avait même calculé notre bilan carbone juste de notre voyage. Et évidemment que c'est cata. Évidemment que c'est dissonant. Mais c'est juste en mode ok, bah à ce moment-là, on ferme tous les yeux et donc du coup, on n'a pas envie de se prendre la petite sauce. Non, les gars, c'est un enjeu, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, pour tous ces gens-là. On est obligé d'en parler, les gars. Ce qui aurait été gênant, je pense que ça aurait été de donner l'image de quelqu'un qui est parfait, qui fait toute attention, tout est bien et Ah tout. bah Et je pense que le message, il passe beaucoup mieux quand tu dis clairement: «Ben, je fais des erreurs, faut que je pense clairement à ce que je vais faire et tout». Et en bah ce ouais. sens, le message, il devient beaucoup plus honnête, quoi. En fait, je me disais, on a besoin de quelqu'un qui avoue qu'on n'est pas parfait, quoi. Maintenant, je t'avoue, tu sais, on n'a pas la réponse à ce débat-là, tu vois, c'est un débat global. Je pense juste, humblement, tu vas mettre une brique à quelque chose qui, ça se trouve, va permettre à des gens aussi de... On sait pas, tu vois. On le fait avec toute l'humilité du monde en se disant, vas-y, si ça peut servir. Enfin, déjà, si ça sert à quelque chose de pouvoir montrer, comprendre un peu plus, sans avoir tourné le truc en sujet ultra alarmant, en mode, bah ouais, 70% de l'eau des glaciers, c'est de l'eau douce, les nappes phréatiques, ça on les épuise, on va faire comment? Je pense que c'est important de le montrer et de faire aimer ça aux gens.
La sortie de ce documentaire, c'est aussi l'occasion de revenir un peu sur la globalité de ta carrière, surtout que tu évoques le chiffre rond de 10 ans dans le documentaire en parlant que tu as eu 10 ans de YouTube. Et est-ce que tu as fait un espèce de bilan un peu de toute cette expérience? Là, j'ai une carrière dans quelque chose. Parce que je viens de passer le cap symbolique des 10 ans. Je sais pas pourquoi ce truc-là m'était resté en tête en mode putain. Quand ça faisait 9 ans que je faisais ce truc-là, j'étais là en mode wow, tranquille, on a la cool. 10 ans, ah ouais, ça fait mal. Tu vois, tu te dis putain. Mais c'est vrai que j'ai pas trop fait de bilan. Mec, on est passé par tellement d'époques d'internet. Il s'est passé tellement de trucs en 10 ans que qu'évidemment qu'on a évolué, évidemment qu'on a grandi. Moi, j'ai grandi avec internet qui évolue aussi, donc j'ai su un peu le enfin, je sais pas vraiment ce que tout ça m'a apporté parce que j'ai juste l'impression que ça fait partie de ma vie pleinement et que, bah, je suis en plein dedans, quoi. Mec, je sais pas trop quoi te dire, hein. J'ai pas trop le bilan et j'ai l'impression que c'est pas fini, tu vois? J'ai plein de trucs encore à faire, j'ai plein d'envies, mais putain, c'est vrai que je suis un dinosaure, mais je suis comme dans les jeunes. C'est bien de commencer tôt. C'est cool. Est-ce que tu te souviens un peu de l'état d'esprit que tu avais quand tu as commencé? Est-ce que tu arrives encore à te projeter sur ce que tu voulais faire à l'époque et sur ce que tu rêvais de faire? Hem, Bah, évidemment qu'on a plus du tout le même état d'esprit, qu'avec le Seb du passé. Des fois, on le regrette un peu parce que la naïveté et l'insouciance de faire les trucs avec un instinct qu'aujourd'hui qui est impossible à retrouver parce qu'on a acquis assez d'expérience pour se rendre compte de chaque micro détail de ce que tu es en train de faire, tu vois? Ça manque un peu. Ce côté un peu instinctif, ça filme, c'est à l'arrache, c'est schlag. Mais en fait, quand tu le regardes, c'est parfait. Impossible que ce soit parfait. Genre aujourd'hui, c'est pas du tout possible. Il y a peut-être ce truc-là, moi, qui me manque un peu, de cette nuance un peu nouvelle, de l'instinct, du truc un peu nouveau ou que j'ai perdu en tout cas moi sur la vidéo. Maintenant, le moindre effet qui me fait chier, je suis en mode: «Ah attends, tu vois genre, il y a plus cette fibre». Mais en fait, c'est ce qui a créé aussi, enfin ce que j'essaie de faire en tout cas, ma patte de mon montage à ma manière. Parce qu'il y a que moi qui sais monter moi, comment ça ressemble, tu vois? C'est bizarre, tu vois? C'est ultra égocentrique, mais c'est le cas. Je me suis tellement vu et j'ai tellement monté que moi dans ma vie que, du coup, tu te vois, tu t'analyses, tu te comprends, tu te manipules, c'est un truc genre, les gars, on devient des gens fous là. C'est n'importe quoi, nos métiers. Donc il y a ce truc il y a plus de laisser aller et ça me manque, quoi. En tout cas si je dois conclure sur ça. Mais j'espère que c'est pas la fin, hein. Parce que mec, il y a trop de trucs à faire, hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai fait un ou 2 trucs cool, dont on peut se souvenir, mais le reste, c'est bizarre, hein. Tu as réussi à vraiment faire évoluer ton contenu et à presque le révolutionner. Je pense que de façon officielle ou pas, tu as mis un peu un terme au contenu court et au contenu avec pour but premier l'humour. Est-ce que ça a été dur de mener cette révolution ou cette évolution? Ça, je te laisserai choisir le mot que tu préfères, mais en tout cas, il y a clairement eu des grands changements. Ouais, bah, il y a une espèce de rupture. En fait, je pense qu'on a juste le même syndrome, mais que n'importe qui dans la vie, où on veut toujours un peu ce qu'on n'a pas, on veut toujours un peu voir ailleurs, on veut toujours, et hem et c'est vrai qu'à la période où j'étais vraiment en mode humour, à faire que des vannes et des sketchs, tu ce truc, tu te dis: «Attends, attention, on va jamais me prendre au sérieux». Je continue dans cette foulée-là. Dès que je vais ouvrir ma bouche, tout ressemblera à une blague parce que je me suis trop enfermé dans les blagues. Donc j'essaie d'alterner. J'essaie de faire un truc un peu plus humour, puis un truc un peu plus sérieux. Et tu sais, les gens étaient choqués. C'était genre, du coup, j'étais là en mode: «Putain, j'ai visé juste». Les gens, ils se disaient: «Putain, c'est dit bizarre de le voir sérieux». Aujourd'hui, peut-être ça ferait bizarre aux gens de me voir faire des blagues. C'est ce que je veux dire, on a essayé de retourner le truc. Mais ça me manque aussi, parce que ça me fait chier. Moi, j'adore, faire des blagues et les construire. Surtout aujourd'hui, elles me servent plus trop dans ce que je fais. Mais mais c'est toujours une volonté pareille. Genre ça va pas bouger. C'est juste que le contenu, j'essaie de l'upgrader, l'emmener ailleurs, mais je sais jamais où je vais, hein. Je vais pas te mentir, on va pas faire genre on a un plan de carrière, dans 2 ans je commencerai ça, nin nin. Un jour tu te réveilles, tu as la bonne idée, et tu sens que c'est la bonne.
C'est pas pourquoi t'es là, tu fais ok, non mais non, laisse tomber, le reste, c'est ça. C'est bizarre, hein. Tu sais à quel moment il y a eu le déclic pour te dire j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de créer du contenu qui va avoir pour objectif de faire ça? Est-ce que c'est vraiment l'évolution naturelle des choses ou est-ce que tu sens qu'il y a eu un moment, un espèce d'avant-après Il y dans a la façon d'aborder? un avant-après la vidéo Histoire du rap. Tupac Shakur va sortir du lot par son côté lover, mais aussi son côté gangster, qui va le rendre crédible auprès des gangs. Du coup, la double facette va le rendre plus populaire que jamais. À partir de ce moment-là, il y a eu ce truc du sans faire exprès. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas fait exprès. J'ai, je je sais pas, j'ai dû créer un espèce de format pour YouTube qui était fort pour la plateforme. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est cool. Chapitrer un truc pour aider à raconter une histoire. Je l'avais vu sur quelques médias et tout, parce que j'étais là en mode, putain, journalistiquement parlant, c'est trop intéressant. Je vois qu'ils font ça. Je fais la même, tu vois. T'as capté? Et donc, je me suis dit, putain, vas-y, c'est cool, cette idée-là, je le prends. Et Blueprint, mec. C'est exactement le thème, quoi. Mais tant mieux, j'en suis fier, tu vois. Je suis en mode, putain, je suis content. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, ok, il va falloir peut-être qu'on raconte des trucs. Ensuite, j'ai trouvé ma première histoire, j'avais fait Milli Vanilli en first. Avant, je continue encore un peu de faire des trucs d'humour. Tu sais, j'étais dans la. J'ai pas eu une rupture brute, tu vois. Mais moi, pour moi, c'est la première vraie histoire où je parle de quelque chose d'autre. Et je vois que c'est ultra bien reçu. Pareil, premier chapitrage, j'étais là en mode, ok, je reprends comme l'histoire du rap et tout. Et ça a bien pris. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu devenu la drill des youtubeurs, raconter des histoires. Donc, c'est pas que ça m'a un peu saoulé, mais enfin, ça y est, quoi. Genre, on le voit à toutes les sauces. Je pense que pour moi, ça marche quand même parce que j'ai que ma patte à moi, mais que globalement, mes frérots, je sais pas s'il y en a qui voient ça, c'est bon, on a compris, quoi. L'histoire incroyable de cet homme de 55 ans qui a vécu un truc. Ça y est, tu vois. Si tu rajoutes pas ce petit truc en plus que l'histoire a, ça devient. En tout cas, moi, je suis plus dedans, tu vois. Par contre, faire des bios d'artistes qui me font kiffer et tout, c'est vrai que je mélange l'utile à l'agréable, à une passion aussi, tu vois. C'est un peu différent. Après, là, c'est que mon avis, ça engage 100% moi, mais écoute, si jamais on a aidé à donner un petit boost de trucs un peu historiques à la plateforme, parce que c'est vrai que les gens racontaient pas de cette manière-là les trucs, je suis trop content. Mais en même temps, beaucoup de gens le font, le fait de raconter des histoires maintenant sur YouTube, mais on a l'impression que ça reste quand même une plateforme où le divertissement, l'humour et tout reste les contenus les plus forts. Du coup, t'as pas eu, toi, l'impression quand tu as fait cette transition de te dire que tu allais à contre-courant un peu de ce qui marchait le plus, et du coup de te dire peut-être que je vais perdre des gens en cours de route? Ah, mais totalement. Bah, en vrai, quand je fais mon switch, je sors de sketch de 4 minutes, genre ce mec, tu vois, où je peux faire genre 15 millions de vues. Sauf que j'en ai fait 7-8, puis j'ai dit: «Vas-y, c'est bon». Et en fait, un vrai entrepreneur intelligent, il tire un peu sur le truc, il en fait un événement, t'en fais au moins 20, tu vois? 20, 25, 30. Et j'ai coupé court, j'ai dit: «OK, hop, tac». Comme ça, tu crées un peu des trucs marqués dans le temps, qui marquent une époque directe. Je sais pas, moi, je trouve ça beaucoup plus smart. Comme là, Medocus serait une trilogie fin. Après, je passe à autre chose, tu vois? Et je sais pas. En fait, il y a ce truc les trucs qui durent trop longtemps dans le temps, ça vieillit mal. Les choses, elles vieillissent trop mal. En tout cas, sur internet. C'est dur des choses qui vieillissent bien sur internet. Et il y en a, mais il y en a peu. Et donc, je suis juste en analysant ce truc-là, je me suis dit: «Non, les gars, faut se créer des eras, des trucs». Comme les pop stars, les rostas, tu vois, ils ont des eras. Ils ont les cheveux d'une telle couleur, tu vois ce que je veux dire? Et ça marque une époque, ça marque, une insolence ou un style à eux. Et ce truc, il est bien. Et après, il y a un élément rupture, un album, un truc, un espèce d'autre vision, et il se retransforme en autre chose. Et je pense que c'est ça qu'on devrait faire, quoi. Mais en symbole de cette évolution, en parallèle, il y a aussi donc le pseudo de base, donc ton pseudo c'est Blafrique, qui est de moins en moins utilisé. Et Ah mais ça, c'est un élément de rupture, mec. ouais, clairement. Et C'est vrai que je ça l'ai. suit l'évolution. Ah, t'as raison. Et c'est un truc aussi que tu as fait consciemment, ça, de te dire, de mettre un peu en retrait ce pseudo qui est très symbole des débuts sur YouTube, des pseudos humoristiques.
Ouais, bah, je trouve que ça représente vraiment le en fait, c'est le passage où je me dis: «Putain, ça y est, je suis un adulte». Mais genre, j'ai 23 ans, tu vois, quand je me dis ça. Je suis censé déjà être adulte depuis quelque temps. Mais ouais, je trouvais bah, après, on va pas se mentir, les gars, c'est Blafrit, voilà, quoi, le blaze. Mais en fait, je me suis dit: «Putain, les gars, je peux pas avoir un jour 30 ans et m'appeler Seb Lafrite». C'est trop bizarre. Pour ceux qui me connaissent et tout, c'est devenu OK, parce que le truc, il est plus bizarre. Mais non, les gars, le pseudo, il est bizarre. C'est un blast de merde. Mais il tue, parce que si t'imagines, tu rends stylé un blast cool? C'est un challenge. Non, allez, ça dégage. Lafrite, chut, on n'en parle plus. Je rentre dans le truc, c'est pas percutant. Problème numéro 1, c'est que j'aime bien perdre du temps. Donc, je suis à mon rythme et c'est lent. Schéma dream excellent. Il me faut de l'élan pour me scellant, donc c'est l'enfer. Gros, je mélange weed des grands verres d'eau. Ça a été un gros symbole de ton évolution, le fait de te lancer dans le rap. Est-ce que toi, en tant que youtubeur, ça a été difficile de te dire je vais devenir rappeur, je vais faire un album, je vais faire de la musique de façon sérieuse, ce sera plus une parodie comme à l'époque sur YouTube, les parodies de rap, mais ce sera vraiment une ambition artistique? Je pense que je suis peut-être celui qui en a le moins souffert, parce que je pense que c'est pas simple pour tout le monde. Mais il y a toujours ses raisons, tu vois? Moi, je suis plutôt d'accord. En fait, moi, c'est bizarre, mais je suis un gars, j'écoute beaucoup, je suis vraiment dedans et je suis 100 OK avec les gens qui ont du mal en mode: «Vas-y, youtubeur, je pourrais pas l'écouter» et je suis en mode: «Grave». Quand j'arrive et que je suis soumis à devoir rendre un premier projet, un truc que j'ai jamais fait, que je suis censé être un artiste en développement, quand tu arrives et que tu commences, mais que par la notoriété, ils se disent: «Bah non» et on me traite comme un gars confirmé, donc je dois rendre des trucs dans des périodes de temps qu'un mec confirmé sait faire, moi non. Mais tu vois ce truc dont je te parlais de ce qui me manque du début, sur YouTube, et bah, moi la musique c'est ce que ça m'apporte aujourd'hui, tu vois? J'ai cette spontanéité de ce truc, tu fais des sons de merde, gars. Tu es là, tu finis à 5 heures, tu es comme ça, tu le réécoutes le lendemain, ça pue la merde. Ou tu sais, où tu perds tes trucs, enfin et ça c'est trop stimulant, c'est trop kiffant. Et je continue ça là, je vais refaire un projet, un truc, du kiff, tu vois? C'est en tout cas, je trouve que moi, c'est l'approche qui me va de ce truc. Et par rapport au timing de ta sortie, je pense que ce qui a pu aider aussi, c'est le fait que les gens avaient déjà pu s'habituer à ce phénomène de youtubeurs qui font des albums de rap. Je pense notamment au cas de Mister V qui avait fait ça un petit peu avant, où lui, il y avait eu beaucoup de réactions beaucoup plus choquées, de fait que ce soit un album, un youtubeur qui fait un album sérieux. Et j'ai le sentiment que toi, il y avait eu un accueil beaucoup moins choqué dans le sens où ça avait déjà été fait et les gens étaient juste en mode, bah, il aime le rap, il fait un album de rap, quoi. Et, Bah, et ça, Mister tu penses que ça t'a aidé dans l'appréhension et tout, dans le fait de mais dire d'être mieux accueilli, de moins subir des attaques et tout? mais Mister V, il a pris les coups pour tout le monde. On l'oublie, tu vois, aujourd'hui parce qu'en mode, il a retourné le truc, parce qu'il est chaud, tu vois? Il a travaillé comme un ouf, mais il a vraiment pris les coups pour tous les gens d'après, quoi. En fait, je suis trop content que ce soit lui qui ait ouvert la porte à ça, parce que vu la manière dont il l'a fait et que c'est très bien fait, tu sais, c'est genre un peu le c'est le mec qu'il fallait qui ouvre ça, quoi. Il y a plein d'enfants de masqués, qui sont des youtubeurs rap, du coup, et qui, eux, sont directement en mode sous couvert, de 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 parler de musique, faire du rap, enfin, une espèce d'écosystème là que j'ai pas encore bien saisi, que j'ai pas bien compris, heu, qui naît de tout ça. Mais non, en fait et pour moi, toute la new gen et toute la génération aussi de rappeurs qui arrivent, en fait, c'est des gens qui ont déjà grandi avec les codes, avec tous les codes là d'internet, de tout ce qu'il y a et tout, et ça se ressent de fou. Et au-delà de sortir un nouveau projet, ce que tu as déjà évoqué, est-ce que tu as envie d'influer un peu sur la musique et l'industrie musicale, par exemple, comme tu l'avais fait à l'époque avec la vidéo sur Reels, ou simplement en faisant des contenus sur de nouveaux artistes ou en t'impliquant auprès de certains artistes? Est-ce que c'est un truc qui pourrait te plaire vu ta passion pour la musique? Sur entre guillemets les pilotes que j'avais pu faire, tu sais, sur des Reels, Kikessa et compagnie, tu vois? C'était vraiment des pilotes parce que je testais un truc et on mesurait pas vraiment, l'impact que ça avait, quoi. Pendant un temps, je me disais aussi: «Il y a un jeu des playlists à faire». En fait, si, il faut absolument que les gens
qui aiment ça et qui veulent faire vivre ça s'emparent du truc, tu vois. Suivez des indépendants, suivez des chaînes, suivez des gars qui recommandent, suivez tous ces gens-là, parce qu'en fait, ça va refinir par le même souci que la radio. Et c'est-à-dire que tu peux pas avoir 3-4 personnes qui contrôlent la visibilité des gens. Et je veux pas non plus être dans cette case-là, tu vois. Donc il y a ce truc de comment créer un écosystème sain qui donne la force au public. J'ai pas encore trouvé le secret. J'ai des pistes, mais je l'ai pas. Mais ça, de toute façon, c'est des trucs sur le long terme. Je pense que le dernier volet de ton évolution, qui est un peu plus récent, c'est ton rapprochement avec le monde de la mode. Est-ce que tu ressens un peu le plaisir de découvrir un nouvel univers là, que tu ne connais pas, genre de base, qui est la haute couture, qui peut paraître loin de nous et qui est un peu inaccessible? Est-ce que tu as une approche un peu de découverte vis-à-vis de ça? Moi, je vais pas te mentir, Léna m'a fait découvrir ce monde avant, tu sais, c'est un truc que tu regardes de loin, tu te dis, oh, ça c'est lourd, c'est machin. Et c'est la meilleure prof. J'ai compris tellement de trucs. Et en fait, dès que tu tombes un peu dedans, à capter, ok, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est chaud, même si on n'est pas acteur du truc ou quoi. Parce que de base, je suis un peu, pas passif, mais je trouve ça cool, il y a des trucs que j'aime bien. Maintenant, je comprends un peu plus même pourquoi j'aime certaines choses. Et merci Léna pour ça, parce que elle est trop calée, mais sur tout, quoi. Les gars, c'est une dinguerie. Ça, c'est un autre sujet d'interview. Mais la manière dont Léna sait tout, c'est... Bref, c'est un autre débat, je vous avoue. Au même moment, un tailleur à Harlem gomme les frontières entre le luxe et les sneakers. Cet homme, c'est Dapper Dan. Son activité favorite, c'est de détourner les logos, les tissus des grandes maisons et créer des nouvelles pièces de mode pour habiller les rappeurs. Et du coup, cet intérêt, il est vraiment, il n'a pas été forcément conscient, c'est aussi juste en échangeant avec elle, en découvrant un peu la passion de quelqu'un d'autre, que tu t'es dit que ça pouvait t'intéresser, que tu pouvais aller à un défilé. Bah ouais, bah après, tu sais, ça c'est normal, c'est... quelqu'un il te parle de ce qu'il aime, et puis en fait, à force, tu finis par aimer toi aussi, t'es là, tu te dis, ah putain, j'avoue là, nanan, nanan. Maintenant, j'arrive à différencier, et des fois, elle est là, elle fait, oh! Et je sais pas, ouais, tu finis par aimer un truc aussi que les autres gens aiment. Après, les gars, ça c'est juste un truc aussi de couple, c'est un truc sain, s'intéresser aussi à ce que la personne aime, etc. Et si tu finis par aimer, tant mieux, tu vois, c'est cool. Et puis même pour toi qui fais des choses sur Internet, c'est aussi une manière de rester curieux, en fait, juste de t'intéresser à plein de choses. Et j'imagine que c'est aussi comme ça que tu arrives à bosser des vidéos en découvrant des trucs un peu hasardeux et juste de t'intéresser à plein de choses différentes. Bah, moi, je pense que de toute façon, pour faire nos métiers chelous, là, le truc le plus... je pense que la qualité principale, c'est d'être curieux. Sinon, tu vas te faire chier, quoi. Moi, je suis trop curieux. C'est un problème. Faut juste être curieux. Moi, trop curieux, je passe une nuit, je regarde des docus sur des trucs, on s'en fout, ça me servira jamais. Mais j'ai kiffé. Je passe un bête de moment. C'est faire gaffe, quoi. En tout cas, ouais, je conseille vraiment aux gens d'être curieux. C'est trop lourd comme qualité. Te voir sur un tapis rouge à un défilé ou à des événements publics comme ça, moi, ça m'a aussi inspiré la question de la notoriété et de comment tu la gères. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'adaptation? Est-ce que ça a été une étape importante pour toi de te faire à cette vie, au fait que bah, t'es connu, en fait? Quand je suis jeune, c'est pas que j'avais peur, mais il y a des moments trop chelous. Je suis un grand timide de base et mon métier, il m'a grave débloqué. Je suis encore un peu timide, tu vois. Tu peux remarquer, même quand je suis en interview sur des trucs, quand je suis pas chez moi, que je suis en guest et tout, je suis toujours un peu en retrait. Enfin, pas en retrait, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, je suis un timide de base. Et ce truc-là m'a aidé. Et donc, du coup, évidemment, que quand des gens ils me captaient dans la rue ou que j'entendais mon nom, etc., franchement, c'était panique absolue. Je me disais, putain, sur quoi ils m'ont vu? Puis quand tu vois avec quoi j'ai commencé sur Internet, je faisais des trucs un peu débiles et tout. Tu te sens vite un peu en mode, ouais, je me suis affiché, pourquoi je fais ça? Je suis un ouf et tout. Tu le vis un peu de manière honteuse. Et en fait, toutes les personnes que je croise, que je machin, c'est tout le temps que cool, ça a jamais été. J'ai pas d'excès, j'ai pas de gens malveillants. Même les relous de 5 h du mat bourrés dans la rue, ils sont cool, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a un truc un peu bizarre de. Franchement, moi, ça va. Franchement. Et c'est moins que ce qu'on peut imaginer, tu vois. Je suis tranquille. En plus, je suis monsieur tout le monde. Et est-ce qu'à un moment, tu as senti qu'il y a eu tu sais, un avant-après dans le fait d'être reconnu, le fait d'avoir une notoriété? Est-ce qu'il y a eu un peu des, pas comme des paliers, mais tu sais, un peu des avant-après
dans le fait d'être connu et d'être identifié? Il y a un avant-après qui existe, moi, dans ma vie et de la manière dont je l'ai vécu, qui est justement ce moment où on me valide comme créateur de contenu. Mais ça fait déjà 4-5 ans que je fais des vidéos. Et avant, je suis pas validé. Genre, tu sais, on m'a un peu, mais dès que j'ai été validé par mes pairs, entre guillemets, genre d'autres gens qui font le même métier que moi disent c'est bien, c'est cool, il y a eu un nouveau regard sur moi. Où avant, j'étais un peu le newcomer, où les gens ne comprennent pas parce que c'est stupide à souhait. Et on ne comprend pas pourquoi ce truc-là marche. Même moi, aujourd'hui, j'ai jamais compris pourquoi ce truc-là avait marché. Je pense que c'est une question de timing. On a eu de la chance, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait, sur la plateforme au moment où on fait ça. C'est pas dingo, tu vois. C'est avec quoi on a commencé. Est-ce que le contrepoint un peu de ça, c'est la espèce de pression mentale qu'on peut avoir quand on présente des projets aux gens, quand tu te sais très attendu, quand tu te sais très suivi? Est-ce que du coup, tu as toujours eu un peu cette pression de dire il y a beaucoup de gens qui me suivent, je veux pas les décevoir, je veux faire un contenu à la hauteur, surtout depuis que tu as évolué et que tu fais des choses beaucoup plus sérieuses? Est-ce que du coup, tu ressens cette pression mentale de te savoir attendu? Bah ouais, t'as pas envie un peu de te louper, quoi. Ça, celle-là, on l'a, tu vois. Moi, j'ai plus une pression mentale sur le global parce que les gars, on se fait bouffer nos cerveaux, quoi. On se fait bouffer nos cerveaux par les réseaux et tout. Moi, je te jure, genre, je me suis fait bouffer par des Twitter, des Insta, c'est des trucs de merde. Tu te matrixes dans des trucs des fois et c'est trop mauvais. Et quand tu quittes un peu ces trucs-là, tu te rends compte, tu fais, mais gars, c'est une futilité, c'est trop naze. Mais bon, c'est un autre débat. Attends, c'était quoi, là, maintenant, tu as tourné la question? En gros, c'est la pression mentale par rapport au fait d'être jugé par beaucoup de gens et de la pression que tu mets sur ton contenu et sur la réaction de l'audience, du public. Alors, sur mon contenu, quand je fais des trucs à risque, comme là, le docu et tout, ouais, j'ai une pression mentale parce que je suis en mode, j'ai aucune idée. Le temps investissement, déjà que c'est un projet pas rentable, alors, c'est vrai que financièrement, je vais pas m'en sortir sur ça. Putain, imagine, ça plaît pas. Tu sais, tu dis, j'aurais mis autant de mois de ma vie pour me tirer des balles dans le pied, tu vois. Tu sais, il y a ce truc un peu bizarre où il y a toujours ce scénario du SI qui existe dans ta tête et qui vient un peu te faire chier. Donc ouais, elle existe, tu vois. Mais je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, là. Excuse-moi. Je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, le fait de sortir des trucs un peu sous la pression, c'est contractuel. Et t'as des trucs qui sont pas ouf et tu fais chier. Et tu vois les gens qui font c'est pas ouf. Et tu fais putain, c'est vrai, c'est pas ouf. Je savais que c'était pas ouf. Et en plus, les gens voient que c'est pas ouf. Je sais pas. Après, maintenant, on grandit, tu vois. Genre. Mais on l'a subi toujours, cette pression. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est des fous, les gars. On est des fous, quoi. T'imagines les nouveaux débats qu'on a créés là? Ça a aucun sens. On parle de pression mentale pour un mec qui fait le meilleur métier du monde, les gars. Les gars, on a créé notre métier. Et notre métier, je fais quoi? Là, le dernier truc que je vends, c'est le fait d'aller en voyage et tout, découvrir des trucs. J'ai pas envie de venir sur ce fauteuil pour me plaindre de ma pression mentale, je vais pas te mentir. J'ai du mal avec les ouin-ouin des youtubeurs. Les gars, c'est le meilleur métier du monde. Les gosses, ils veulent faire ça. Parce que bien encadré, avec des bonnes idées, et si t'as l'esprit qui va avec, et le mental pour, la tête de ma mère que c'est le meilleur métier. Sur toutes les niches, sur tout ce que tu veux faire. Même si tu peux être youtubeur boulanger. C'est ok de ouf. Non, c'est trop. Faut trop rendre à César. C'est un super mot de la fin. Ah ouais? Merci beaucoup, Seb. Merci à toi. Salut, c'est Seb et c'est Valise. Je reviens du web et c'est Malice. Je reviens du fond, je suis la lumière dans les abysses. Hey. J'ai le numéro de tout YouTube, mais je follow pas les fils de pute. C'était mon indice, laissez-moi 10 avant de disparaître. Je côtoie les plus en internet. Merci.